Bonjour, c'est un plaisir de participer à cet enseignement par MOOC sur l'insuffisance cardiaque. Et on va parler aujourd'hui du traitement pharmacologique de l'insuffisance cardiaque à FEVG altérée et plus particulièrement des autres alternatives pharmacologiques. Comme vous le savez, depuis les dernières recommandations de l'ESC, le traitement de l'insuffisance cardiaque repose sur quatre piliers: les bloqueurs du système rénine-angiotensine ou les ARNI, les bêta-bloquants, les antagonistes des minéralocorticoïdes et les SGLT2. À côté de ces quatre traitements, il y a aussi les diurétiques qui sont utilisés en cas de signe de congestion. Mais il n'y a pas que ces médicaments, parce que vous savez que dans certaines situations spécifiques, notamment en cas de FA, le traitement anticoagulant, en cas de carence ferrique ou d'anémie, donc on peut supplémenter en fer, mais aussi pour les patients qui restent symptomatiques avec tachycardie, avec une fréquence qui dépasse 70 par minute, c'est l'indication de l'ivabridine. Vous aurez certainement une capsule donc, qui va parler de ces médicaments, de ces indications. Mais à côté de ces médicaments aussi, donc, vous savez, il y a aussi donc, le nitrate d'hydralazine, il y a aussi la digoxine qui pourrait être indiquée en cas de FA, mais aussi chez des patients qui sont en rythme sinusal. Et plus récemment, il y a deux nouvelles molécules qui ont été rajoutées à cet arsenal thérapeutique, le vericiguat et l'omecamtiv. Il y a tout un chapitre qui est réservé dans les dernières recommandations pour parler de ces différents médicaments qui sont indiqués, comme je l'ai dit, dans certaines situations spécifiques. Donc, je commence par la digoxine. Donc, la digoxine, vous savez, c'est le traitement de choix en cas de FA permanente pour baisser la fréquence cardiaque. Mais en fait, la digoxine a aussi d'autres indications en cas d'insuffisance cardiaque, même chez les patients en rythme sinusal, qui restent symptomatiques malgré un traitement standard, avec une indication, quand vous le voyez, de B, avec un niveau de preuve qui est B. Donc, la dose recommandée, c'est entre 62,5 et 250 microgrammes par jour. Et la digoxine, en fait, pourquoi il est indiqué? Parce qu'il permet de réduire le risque d'hospitalisation par insuffisance cardiaque, malgré que, quand vous allez le voir, donc, il ne permet pas de réduire le taux de mortalité. En fait, l'indication de la digoxine, ce n'est pas une indication récente, elle date depuis l'année 97, grâce donc aux résultats de cet essai clinique, le DIC-Trial, qui a inclus au l'entour de 5000 patients et qui a prouvé, qui a montré que la digoxine était supérieure au placebo, donc pour réduire le critère primaire de décès et d'hospitalisation par insuffisance cardiaque, essentiellement par une réduction du nombre d'hospitalisations. En revanche, il n'y avait pas un effet donc, significatif de la digoxine sur la mortalité cardiovasculaire et sur la mortalité toute cause. Pourquoi? En fait, parce que la digoxine, lorsqu'elle est prescrite à des doses, on va dire, assez importantes, donc elle peut entraîner un surcroît de la mortalité cardiovasculaire. Et comme le montre l'analyse post-hoc de ce registre, qui a montré en fait que le bénéfice de la digoxine apparaît essentiellement pour des taux de digoxinémie qui ne dépassent pas les 0,8 nanogrammes par millilitre. Par contre, lorsque le taux de digoxinémie augmente, donc notamment lorsqu'on a un taux qui dépasse 1,2 nanogrammes par millilitre, on va avoir un surcroît de mortalité cardiovasculaire et donc il va majorer le pronostic de ces patients. Donc pour cela, lorsqu'on va prescrire la digoxine pour les patients qui sont en insuffisance cardiaque, qui restent symptomatiques, malgré le traitement médical optimal, il ne faut pas donner donc de fortes doses, il faut faire attention à la fonction rénale. Pour les patients qui ont une fonction rénale normale, on peut prescrire donc 0,125 microgrammes milligrammes de digoxine par jour. Et pour les patients qui sont en insuffisance rénale, donc il faut baisser la dose et il faut baisser les doses. Et en pratique, on peut donner par exemple un comprimé de 0,125 mg un jour sur deux, par exemple, pour ne pas avoir des concentrations plasmatiques
élevé de digoxine. Et donc, comme vous l'avez vu, donc, ça peut augmenter le risque de mortalité, bien entendu, à cause des arythmies ventriculaires qui sont aussi majorées par le risque d'hypocalémie, notamment avec le traitement diurétique et le risque d'hypomagnésémie. La digoxine, est-ce qu'on peut l'utiliser aussi pour les patients qui sont en FA? Bon, j'ai dit oui en cas de FA permanente, mais avec FEVG qui est conservé. Mais pour les patients qui ont une FEVG réduite, il faut faire attention parce que là, la digoxine, ça a été démontré par la majorité des études qu'il y a un surcroît de mortalité. Ça augmente le risque de mortalité lorsqu'on le prescrit chez les patients qui ont une FEVG réduite et qui sont en FA. Il y a quelques études qui ont montré un effet neutre, mais comme vous le voyez, la majorité des études, ils ont montré un surexcès de mortalité cardiovasculaire avec la digoxine chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque, FEVG réduite avec une fibrillation atriale. Donc, comme le montre donc, le résultat de cette méta-analyse, qui a inclus 75 études avec autour de 1 million de patients. Les mécanismes d'action, donc pour la digoxine, c'est un inhibiteur de la pompe sodium-potassium ATPase qui va augmenter la concentration intracellulaire de calcium et donc il va avoir un effet inotrope positif avec une augmentation de la force de contraction myocardique malgré que l'effet n'est pas vraiment très important. Il y a aussi un effet chronotrope et de remotrope négatif, surtout par augmentation du tonus vagal avec baisse de la dépolarisation du nœud sinusal et du nœud AV. Et donc, ça va allonger la diastole et donc ça va augmenter donc la contractilité selon la loi de Starling. La digoxine a également une petite action vasculaire. Il va réduire le tonus sympathique et donc il va réduire la vasoconstriction et il va avoir donc une faible action vasculaire périphérique avec une baisse des résistances vasculaires, ce qui pourrait améliorer en fait la perfusion et baisser le post-charge. Pour l'association hydralazine isosorbide et nitrate, ou ce qu'on appelle aussi le nitrate d'hydralazine, là, il pourrait être indiqué chez les patients qui restent symptomatiques sous traitement standard, notamment lorsqu'ils ont une FEVG inférieure à 35% ou lorsqu'ils ont une FEVG inférieure à 45% avec une dilatation du ventricule gauche. Donc, pour les doses, c'est 37,5 mg d'hydralazine jusqu'à 75 mg. Et par contre, pour l'isosorbide et nitrate, les doses donc, vont de 20 à 40 mg. Cette association, elle réduit le critère combiné de décès et d'hospitalisation par insuffisance cardiaque. Et en fait, cette réduction, contrairement à la digoxine, elle est due à la réduction de ces deux critères secondaires. Donc, on a dit pour la digoxine, il y a un surcroît de mortalité ou un effet neutre. Par contre, avec cette association, on peut baisser à la fois les hospitalisations par insuffisance cardiaque, mais aussi le nombre de décès. Donc, ça agit également sur la mortalité cardiovasculaire avec un effet bénéfique. C'est pour ça, pour les patients qui tolèrent mal les EEC ou les ARA2 ou les ARNI, à cause par exemple d'une insuffisance rénale sévère, ça pourrait être une alternative chez ces patients. On peut leur prescrire donc l'anitrate d'hydralazine chez les patients qui tolèrent mal ces médicaments, notamment les EEC ARA2 ou les ARNI, à cause par exemple d'une insuffisance rénale assez sévère. Les mécanismes d'action, donc, ce sont des médicaments vasodilatateurs artériels essentiellement directs. Ils vont baisser les résistances vasculaires systémiques, ils vont baisser le post-charge et donc ça va entraîner une augmentation du débit cardiaque et aussi une augmentation de la fréquence cardiaque. L'indication en fait de cette combinaison, donc c'est une indication qui est assez ancienne, qui date depuis 2004, grâce à la publication de cette étude qui a comparé donc, le nitrate d'isosorbite associé à l'hydralazine donc, au placebo. Et comme vous le voyez, donc, il y a toujours une supériorité de cette association sur le critère composite primaire d'insuffisance cardiaque, d'hospitalisation par insuffisance cardiaque et de décès cardiovasculaire, mais également en termes de critères secondaires. Donc, ça permet de réduire le décès toute cause, l'hospitalisation par insuffisance cardiaque, et ça permet aussi d'améliorer
la qualité de vie de ces patients. Donc, c'est un bon médicament, une bonne alternative pour les patients qui restent symptomatiques sous traitement médical optimal ou bien chez les patients qui tolèrent mal les IEC, les ARA2 ou les ARNI. Donc, à côté de ces deux molécules anciennes, donc, qui ne sont pas récentes, il y a deux nouvelles molécules qui viennent d'être rajoutées à l'arsenal thérapeutique de l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite. Il y a le vericiguat, qui est un stimulateur de la guanylate cyclase soluble. Et donc, ces médicaments qui pourraient être indiqués chez les patients qui restent symptomatiques sous traitement médical optimal avec un niveau de recommandation 2B. Et ces médicaments qui permettent de réduire à la fois la mortalité cardiovasculaire et aussi les hospitalisations par insuffisance cardiaque. Donc, les doses recommandées entre 2,5 et 10 mg, il faut aller par palier. Donc, cette indication elle est due au résultat essentiellement de l'étude Victoria, qui inclut 5000 patients et qui inclut des patients qui ont une insuffisance cardiaque sévère, FEVG réduite, qui sont symptomatiques sous traitement médical optimal. Et donc, dans cette étude, il y avait une réduction du critère combiné primaire de décès cardiovasculaire et d'insuffisance cardiaque, d'hospitalisation par insuffisance cardiaque, mais aussi il y a une réduction de tous les critères secondaires, notamment euh, le décès par maladie cardiovasculaire, l'hospitalisation par insuffisance cardiaque et aussi le décès toute cause. Les mécanismes d'action, en fait, comme j'ai dit, c'est un stimulateur, il va stimuler, il va activer la guanylate cyclase, et donc ça va augmenter la concentration sérique donc, du GMP cyclique, donc du GTP puis du GMP cyclique, et donc il va y avoir une action cardiaque, une action vasculaire et aussi une action rénale. Toujours, il y a une action anti-inflammatoire, donc avec une action antifibrosante, avec une baisse du remodelage du ventricule gauche. On va avoir aussi une vasodilatation veineuse, artérielle, pardon, et aussi une, une diminution de la fibrose au niveau des reins, une vasodilatation artérielle, et donc ça va augmenter le débit rénal. Enfin, donc, il y a aussi donc, cette molécule qui vient d'être en fait introduite. Bon, il n'y avait pas encore un niveau de recommandation. Un niveau de recommandation, il n'y a pas encore assez de preuves pour prescrire cette molécule. Donc, c'est encore au stade d'essai clinique. Donc, c'est quoi cette molécule? C'est un activateur de la myosine cardiaque. Et donc, l'indication ça a été testé ou bien dans cette étude de Galactic HF. Et dans cette étude, donc, ça a été comparé au placebo. Comme vous le voyez, il y a une supériorité en termes de critères primaires qui inclut l'hospitalisation par insuffisance cardiaque et le décès cardiovasculaire. Donc, il y a une supériorité de l'omecamtiv par rapport au placebo avec une réduction de 8% du critère primaire. Et cette réduction, donc, comme vous le voyez, elle est surtout observée pour les patients qui ont une FEVG réduite inférieure à 28%. Ce sont ces patients qui tirent plus de cette molécule, qui tirent plus bénéfice de cette molécule, parce que, donc, comme vous voyez, donc, l'effet de traitement augmente pour les basses fractions d'éjection. Et donc, chez les patients qui ont une FEVG inférieure à 22%, il faut traiter 12 patients pour éviter un critère primaire d'hospitalisation par insuffisance cardiaque ou de décès cardiovasculaire. Donc, Galactic HF, c'est une étude qui a montré pour la première fois qu'une thérapie qui augmente spécifiquement la contractilité myocardique peut se traduire par un bénéfice clinique dans l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite. Elle ajoute cependant une nouvelle ligne thérapeutique dans un environnement, comme vous le connaissez, bien encombré de traitements et de molécules. L'effet semble particulièrement observé, comme je l'ai dit, chez les patients qui ont une FEVG plus basse, et donc ce qui pourrait faire une molécule de choix chez ces patients. En revanche, il y a une étude toute récente qui vient d'être publiée, l'étude météorique HF,
qui cette fois-ci, elle a étudié plutôt le changement du pic VO2 entre l'inclusion et 20 semaines. Donc, elle a étudié surtout les capacités, l'effet de ce traitement sur les capacités fonctionnelles des patients atteints d'insuffisance cardiaque. Et dans cette étude, par rapport au placebo, donc l'omecamtiv mecarbil n'a pas montré en fait de supériorité ou bien donc n'a pas montré de bénéfice par rapport au placebo. Donc, pour conclure, donc c'est vrai, avoir plus de choix thérapeutiques est excellent dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, mais ça nous laisse poser plus de questions. Quelle molécule prescrire pour quel patient, avec quel ordre? Donc, comme vous savez, il y a 4 classes thérapeutiques qui forment actuellement le socle indispensable pour tous les patients. On parle d'IUC ou DARA2 ou d'ARNI, de bêta-bloquants, d'antagonistes minéralocorticoïdes et d'inhibiteurs de SGLT2. Les nouvelles molécules donc, dont on a parlé, notamment le vericiguat et le mocamtiv, sont prometteuses et feront probablement l'objet des stratégies plus ciblées. Donc, on attend les nouvelles ou bien les recommandations qui peuvent en fait soit classer, soit déclasser ces molécules dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Et donc, d'autres essais cliniques et des registres prospectifs de vraie vie sont nécessaires pour une meilleure compréhension de cette escalade thérapeutique. Je vous remercie.